Bon, bien, bonjour à tous. On va fortement remercier Aliouba de nous faire ce sujet que je sais va être très intéressant et qui n'est pas facile à faire parce qu'il englobe beaucoup de sujets et il va peut-être nous montrer qu'on peut quand même bien faire avec moins de moyens. Et on t'écoute. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, bonsoir à tous. Merci beaucoup au professeur Philippe Chiran et aux conférences de Toulouse, d'orthopédie de Toulouse, de nous donner cette opportunité de parler d'un sujet bien particulier, qui est la chirurgie orthopédique et traumatologique en ressources limitées. Il va s'agir là d'une conférence beaucoup plus pragmatique, plus idéologique, voire parfois philosophique que technique. En effet, nous allons aborder un peu quelles sont nos conditions de travail dans lesquelles nous exerçons ce métier d'orthopédiste, quels sont les types de patients que nous soignons et comment nous le faisons. Donc, comme vous le, donc voici un peu le plan que nous allons suivre après quelques mots d'introduction. Qu'entendons-nous parler, qu'est-ce que nous entendons par ressources limitées? Et quelles sont les caractéristiques de nos patients? Comment fait-on pour les opérer? Quelles sont les qualités que devrait avoir un orthopédiste africain? Et nous terminons par quelques mots de conclusion. Vous l'aurez compris, nous parlons de l'Afrique. C'est un continent extrêmement riche où les grandes puissances du monde se font la guerre pour exploiter cette richesse. Cependant, selon la Banque mondiale, 60% de la population reste encore pauvre. Il s'agit d'un continent jeune, plus d'un milliard d'habitants, avec plus de 70% qui ont encore moins de 30 ans. Et c'est ici que nous allons trouver ce qu'on appelle les hôpitaux à ressources limitées. L'Afrique, c'est le continent de la disparité. Disparité d'une région à une autre, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, ce n'est pas la même réalité. D'un pays à un autre, dans la même région, d'une ville à une autre dans le même pays, d'un hôpital à un autre dans la même ville. Vous voyez ces deux images de blocs. Là, c'est un bloc sans flux laminaire, sans ampli, et ça se trouve dans la même ville de Bamako. Le Mali, c'est un pays avec 22 millions d'habitants, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, 22 millions d'habitants sur une superficie de 1 241 000 km². C'est une population très jeune. Près de 70% ont moins de 25 ans. En réalité, près de la moitié de la population a moins de 15 ans. Ce sont ces jeunes qui sont les plus impliqués dans ces traumatismes. Et au Mali, le SMIC, il est de l'ordre à peu près de 100 euros. La particularité des traumatismes au Mali, c'est qu'il s'agit de traumatismes violents, voire très violents, impliquant les engins à deux roues dans près de 75% des cas. Et la particularité des traumatismes, c'est que c'est la fréquence de ces lésions cutanées qui peuvent être d'une sévérité extrême. Ils sont très souvent associés à des lésions non osseuses, telles que cérébrales ou abdominales. La morbidité et la mortalité de ces lésions traumatiques constituent un frein à notre développement. Vous voyez la moto, c'est un moyen de transport pour toute la famille. Et quand un accident survient, comme en bas, ça peut être dramatique. La chirurgie orthopédique, c'est une spécialité qui est exigeante, nécessitant un plateau technique spécifique et adapté. C'est une discipline très dépendante du matériel et de l'équipement. Elle peut être onéreuse pour les structures sanitaires et pour le patient. Qu'est-ce qu'on entend par ressources limitées? Il s'agit des ressources humaines, de l'infrastructure hospitalière, de l'équipement, des implants et du matériel d'ostéosynthèse. Nous allons voir un peu les objectifs de cette conférence, à savoir comment se fait la chirurgie ici, quels sont les types de patients que nous soignons et quelle est la particularité de nos conditions de travail assez difficiles. Donc, la première ressource, c'est les ressources humaines qui sont limitées. Nous manquons de ressources humaines qualifiées, aussi bien en quantité qu'en qualité. En effet, au Mali, nous avons environ une soixantaine d'orthopédistes. Corrélé à la population, il correspond à un ratio d'un chirurgien pour 366 000 habitants. Alors que ce ratio, en comparaison à la France,
et d'un orthopédiste pour à peu près 17 000 habitants, ce qui est responsable d'un retard de prise en charge qui peut être souvent préjudiciable pour le patient. Comme nous l'avons dit plus tôt, il s'agit de traumatismes violents et ouverts, et le retard de prise en charge dans des cas pareils peut être dramatique, je ne vous apprends rien. Et d'ailleurs, cette ressource humaine est très mal répartie. En effet, 90% des orthopédistes se trouvent à Bamako. Donc, nous avons également un manque crucial de médecins anesthésistes. Très souvent, ce sont les IAD qui gèrent l'anesthésie au bloc opératoire, surtout en dehors de Bamako. On n'a pas également assez d'IAD. Il en est de même pour les MPR. Il y a moins d'une dizaine dans tout le Mali. Très souvent, on est appelé à utiliser l'IAD ou même l'anesthésiste pour faire le circulant ou parfois des étudiants en médecine. Nous n'avons pas suffisamment d'IBOD, surtout qui sont très qualifiés, et des infirmiers en chirurgie également. Donc, après les ressources humaines, vient l'infrastructure hospitalière. L'infrastructure hospitalière. Donc, nous n'avons pas suffisamment de structures sanitaires et complètement équipées, dédiées, qui peuvent prendre en charge les traumatisés. Les bâtiments sont inadaptés et souvent, on a des hôpitaux avec des services manquants. Donc, ce qui rend difficile, voire impossible, la prise en charge multidisciplinaire. La pharmacie hospitalière existe, mais elle a délégué plusieurs de ses fonctions, dont la gestion des implants. Nous hospitalisons souvent nos patients opérés dans des services de chirurgie commune, où une prothèse de hanche peut se trouver dans la même chambre qu'une péritonite ou une gangrène de fournier. Donc, les services d'urgence sont souvent débordés avec des patients à même le sol, qui sont souvent référés d'ailleurs. Les blocs opératoires sont souvent hors normes. Le circuit du malade peut être inexistant, voire à contresens. En effet, souvent, le patient ou parfois le personnel du bloc rentre avec leur tenue de ville à l'intérieur du bloc, compromettant ainsi les conditions d'asepsie de nos salles opératoires. Il s'agit souvent de salles opératoires communes où toutes les chirurgies se font. Donc, pas de salle opératoire dédiée à la chirurgie propre partout. L'accès au bloc opératoire pour les urgences traumatologiques est difficile parfois parce que nous ne disposons pas toujours de blocs d'urgence dédiés ou souvent occupés par des urgences gynécologiques ou viscérales. Donc, toujours au niveau des infrastructures, il y a également au niveau de la stérilisation quelques problèmes. Nous n'avons pas tous un autoclave performant et surtout opérationnel. Il arrive très fréquemment qu'ils soient en panne, vu que c'est souvent du matériel de seconde main. La stérilisation à la chaleur poupinelle est encore beaucoup utilisée. Donc, après les infrastructures, on a l'équipement, le plateau technique qui est souvent insuffisant. La table orthopédique n'existe pas partout. L'amplificateur de brillance est rare et très souvent en panne, comme vous le voyez sur cette image. Il est mis à l'extérieur du bloc. Ou bien souvent, on a un amplificateur de brillance, mais l'administration a oublié d'acheter les tablets de plomb. Donc, on utilise l'ampli sans tablette de plomb. Le garrot pneumatique n'existe pas toujours. Où nous utilisons ici ce qu'on appelle le garrot méchant. C'est un garrot de fortune fait à partir de la chambre à air de moto, découpée pour en faire une bande qu'on enroule à la racine des membres. Comme vous le voyez sur l'image avec la flèche jaune. Mal utilisé, il peut entraîner une paralysie transitoire de tous les nerfs du membre, surtout au niveau du membre supérieur, mais qui récupère généralement. Mais dans les mains expertes, aucun danger. Ensuite, le moteur chirurgical. Pas toujours disponible. La perceuse électrique de commerce est encore beaucoup utilisée comme moteur chirurgical. En l'absence de scie oscillante, cette perceuse est utilisée pour forer et l'ostéotome pour faire des coupes dans le col du fémur lors de nos PTH. Parfois même, nous utilisons les alésoirs manuels ou il est arrivé au tout début, on utilisait des fraises manuelles pour fraiser le cotyle. Quant à l'arthroscopie a ses deux buts.
la colonne n'est pas disponible partout. Si elle est souvent incomplète. Les consommables sont très rares et il faut se ravitailler à l'étranger pour les consommables d'arthroscopie. Donc, ensuite, en dernier lieu, les quatrièmes ressources, c'est les implants et le matériel d'ossosynthèse. Donc, le matériel adéquat n'est pas toujours disponible. Comme vous le voyez sur cette image, c'est une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Donc, nous avons utilisé une plaque en T pour synthéser. Donc, on n'avait pas en ce moment-là de plaque spécialement dédiée pour ces fractures. Ou souvent, on n'a pas la bonne taille. Le marché est inondé par des implants qui sont souvent de mauvaise qualité et qui ne remplissent pas les normes parce que les mécanismes de contrôle ne sont pas optimaux. Pour le choix des implants est parfois limité. Par exemple, pour la gamme de prothèses de hanche, la première intention est quasi complète. Par contre, les prothèses de révision, il nous manque les tiges verrouillées. Alors que pour les prothèses du genou, nous ne disposons que de la première intention cimentée. Pas de, pas de révision, pas d'implant, pas de cale aussi. Nous ne disposons pas encore d'autres prothèses telles que l'épaule, le coude ou la cheville. Leur coût, par contre, est très exorbitant et constitue un réel frein, les rendant inaccessibles à la bourse du patient lambda. En effet, la prothèse du genou coûte à peu près 50 fois le SMIC, juste l'implant. C'est comme si on vendait l'implant de prothèse du genou en France à 75 000 euros. Ça serait très, très difficile de développer une activité de prothèse du genou à 75 000 euros. En temps normal, à chaque patient, son matériel adapté. Devant une fracture pertrocantérienne, c'est un clou-gamma qu'il faut. Mais si tu n'as pas d'ampli, tu n'as pas de tabac orthopédique, comment faire le clou-gamma? Dans nos staffs, nous discutons souvent de l'indication idéale, de l'indication scientifique, mais surtout de l'indication réalisable, en tenant compte des moyens du patient et des moyens du chirurgien. Dans ce cas, nous n'avons ni d'ampli, ni de tabac orthopédique. Une lampe plaque a été utilisée pour synthéser ce monsieur et il va très bien. Donc, normalement, chaque patient a un matériel adapté. Mais ici, en ressources limitées, il faut savoir adapter le patient au matériel. Donc, ça va adapter le patient au matériel qu'on a. Comme vous voyez sur cette image, c'est une fracture rétrocantérienne. Donc, nous avons mis une lampe plaque 135. Donc, nous avons adapté le patient au matériel que nous avons. Le but étant de consolider à un moindre coût. Bien évidemment, cela va soulever des questions d'éthique. Cela va soulever des questions d'éthique. Donc, après ces ressources limitées, humaines, matérielles, infrastructures, équipements, nous allons voir un peu les caractéristiques de nos patients. Quelles sont les particularités du patient à ressources limitées? Donc, c'est très divers et varié. Beaucoup de jeunes. On a des enfants, des vieux, des gens très aisés, des gens démunis. De façon générale, on a beaucoup quand même qui ont des difficultés financières. Donc, souvent, il peut arriver que le patient négocie les tarifs, voilà, pendant la consultation. J'ai été très, très surpris par ça lorsque je suis rentré. Donc, on vous dit, docteur, c'est beaucoup, s'il vous plaît, baissez le prix, je n'ai pas ces moyens. Ou souvent, les choses qui peuvent arriver également, on pose l'indication chirurgicale, et le patient dit que je vais me préparer, il rentre, quelques semaines après, il revient, quand il arrive à réunir les fonds, et on se rend compte que, arrivé au bloc, il a déjà consolidé. C'est arrivé quelquefois aussi. Donc, la population ici a une hantise de la chirurgie et du plâtre. Parce que dans le temps, bien avant, la chirurgie et le plâtrage a fait beaucoup de dégâts. Donc, au niveau de la relation avec le patient, nous avons les deux modèles. C'est un modèle mixte. Donc, il peut s'agir plutôt d'un modèle paternaliste. C'est le plus répandu. Beaucoup de patients vous disent, docteur, faites le nécessaire. Voilà. Faites le nécessaire, faites ce qui est bien. Ou tantôt, des fois, rarement, on arrive à trouver des patients qui sont bien instruits, qui connaissent toutes les... voilà, chez qui on peut faire ce qu'on appelle le modèle autonomique. Donc, quand cela est possible.
Les patients ont tendance souvent à écouter plus la famille, la société que le médecin. Il faut bien cerner son patient et la maîtrise du langage non verbal est indispensable en Afrique. Ensuite, on a le praticien qui occupe une place prépondérante dans la prise en charge des traumatisés. Ils reçoivent en première intention beaucoup de patients souvent. C'est souvent le choix de la société, de la famille, des parents, ou parfois pour un manque de moyens. Et des fois également, il n'y a aucun orthopédiste ou de structure sanitaire dans les environs, comme dans les villages. Ce qui fait que des fois, ici, l'orthopédiste est un chirurgien réparateur. Nous avons fait une étude de cas témoins voilà, dans notre service. Nous avons fait et comparé les patients opérés d'emblée versus les patients opérés avant tradithérapie. Ils ont fait de la tradithérapie et après, on les a opérés. On a comparé un peu les deux groupes. Donc, pour voir un peu les caractéristiques socio-économiques et voir un peu le motif du choix du traitement traditionnel. Nous avons noté que dans 46% des cas, c'était sur recommandation de la famille. Et parmi ces patients, il y avait des intellectuels. Hein. Et ensuite, 26%, c'est des croyances, des gens qui croient à la médecine traditionnelle encore, ça existe. Et seulement 16% pour un motif économique. Donc également, ce qui est caractéristique ici, c'est qu'il n'y a pas de, avant l'hôpital, il n'y a pas de pré-hospitalier. Le ramassage des blessés se fait par les pompiers, donc qui les transportent et qui mobilisent la fracture avec des attelles comme ça, en carton, donc une mobilisation temporaire. Nous n'avons pas de SAMU. Okay. Le blessé arrive à l'hôpital alors il n'est pas attendu. Et souvent, il peut arriver en grand nombre. Et comme ça, paf, voilà, on découvre un polytraumatisé aux urgences, comme ça, voilà, sans qu'on soit préparé. Et l'accès au bloc en urgence n'est pas toujours possible. Donc, la couverture sociale existe, mais couvre moins de 10% de la population. Elle ne couvre pas tous les médicaments, ni tous les implants. Par exemple, la prothèse du genou n'est pas prise en charge, ainsi que le glucose. Donc, le patient paye tout et tout seul. Il est tout seul face aux obstacles qu'il doit franchir un à un pour pouvoir se faire opérer. Il achète tout seul, les antalgiques, les soins initiaux, les implants, absolument tout. Et ce qu'il achète est cher, est très, très cher. L'orthopédie est très onéreuse, je ne vous apprends rien. Une ossosynthèse par plaque vissée, c'est autour de 600 euros, ce qui correspond à 8 fois le SMIC. Alors qu'une ossosynthèse par clou centromédullaire tourne autour de 760 euros, ce qui correspond à 10 fois le SMIC. Pour les arthroplasties, c'est encore pire parce qu'une prothèse de hanche, c'est à peu près 3 000 euros, ce qui correspond à 40 fois le SMIC. Et une prothèse du genou, c'est à peu près 4 500 euros, ce qui correspond à 60 fois le SMIC. Et pour des gens qui n'ont pas de couverture sociale, c'est très, très difficile. Cependant, malgré tout, ce sont des patients qui sont très souvent familiers, qui sont très reconnaissants de tout ce qu'on fait pour eux. Ils peuvent vous montrer et témoigner beaucoup de gratitude. Vous pourrez recevoir plein de cadeaux en consultation, ou souvent des bénédictions, ou carrément avoir un homonyme, qui est un grand honneur ici en Afrique. Ils sont très serviables. Quand vous les rencontrez en ville ou dans une administration, vous pouvez être traité comme un prince. Après avoir bien établi nos limites en termes de ressources humaines, équipements, matériels, et préciser un peu les caractéristiques de nos patients, qui en particulier n'ont pas de couverture sociale pour la plupart, et qui font tout seuls, qui sont tout seuls face aux obstacles, ce qui brosse à peu près un tableau quand même assez compliqué, assez difficile, des conditions de travail très difficiles. Comment faisons-nous? Est-il possible de soigner ces dents et comment nous le faisons? Déjà, cela dépend du tableau. Il y a deux types de tableaux. Bon, tous les tableaux sont possibles. Donc, dans les cas d'urgence, que ce soit les urgences où il s'agit très souvent de traumatismes violents, des fractures ouvertes, ou que ce soit des pseudarthroses ou des calvicieux après tradithérapie, où nous pouvons recevoir souvent des gens qui ont des lésions historiques, c'est des lésions de plus de 20 ans, qui se baladent avec ça plus de 20 ans, des arthroses de plus de 20 ans avec des raccourcissements d'une dizaine de centimètres qui viennent pour « Ah, j'en ai marre, vraiment, aidez-moi ». Quel que soit le cas,
la prescription de médicaments, la prescription des blancs paracliniques doit être rationnée en faisant attention à l'état de la poche du patient. Il ne faut surtout pas épuiser la force financière du patient. Une fois le diagnostic confirmé, il y a l'indication idéale scientifique, mais il y a également, il faut voir l'indication raisonnable et réalisable en tenant compte des spécificités médicales et non médicales du patient et de la chirurgie. Nous prescrivons ensuite les ordonnances opératoires et les implants qui doivent être adaptés à la bourse du patient. On prescrit tout, une ordonnance détaillée. Les fils, les gants, les lames, les aiguilles, tout ce dont on a besoin, il faut tout prescrire sur une ordonnance que le patient va acheter. Si vous oubliez quelque chose, ça peut poser problème. Donc là, c'est un cas de fracture de la patella pris en charge en région, c'est-à-dire en province, opéré par un orthopédiste. Donc, j'imagine qu'il n'avait pas ce qu'il fallait, mais il s'est débrouillé en mettant une broche et une vis spongieuse. Et de retour à Bamako, je l'ai reçu et il venait pour qu'on puisse lui enlever son matériel. Là également, une dame de 40 ans qui fait une chute à l'hôpital de son lit d'accouchement. Le lit se casse, elle tombe, elle se fait une fracture de la palette humérale. Nous n'avons pas d'amplificateur en ce moment-là. Et le surveillant de l'hôpital m'appelle, docteur, on a un problème, il y a une dame qui vient de faire une chute, il faut nous aider à prendre ça en charge. Et vous savez, les conditions, on n'a rien à vous donner. On s'est débrouillé, on a fait une ostéotomie sur le crâne et nous avons réparé. Il aurait fallu une plaque sur le pilier médial, oui, possible, mais nous avons réparé et puis la dame va très bien à 3 ans de recul. Son coude fonctionnel. Également, voilà, un cas de fracture pertrocantérienne. Donc, il aurait fallu mettre un clou gamma ici, mais en ce moment également, nous n'avons pas d'ampli. Donc, nous avons mis une plaque BHS, donc à ciel ouvert par la voie de Watson-Jones, qui va très bien aussi. Pour les clous de fémur, nous les abordons. Voilà, on aborde le foyer, on fait la réduction et on fait passer le clou. Des fois, voilà, on met le clou et puis on verrouille. Maintenant que nous avons un ampli, donc c'est plus facile de faire des trucs comme ça chez les enfants, un embrochage rétrograde ou une fracture complexe comme ça, où on pouvait mettre un clou gamma, mais nous avons mis un clou de fémur, c'est ce qui était possible. Donc, avec l'ampli, la vie est beaucoup plus facile. Là également, une dame de 42 ans qui a fait un accident autobus. Donc, leur car a fait un tonneau. Donc, elle a une fracture des deux jambes. Donc, ouverte à droite, fermée à gauche. Donc, à droite, nous avons mis un clou d'emblée. À gauche, nous avons fait un barrage plus fixateur externe. Donc, c'était une fracture bifocale. Une fracture ici sous tiboriste, une fracture en plein diaphyse. Donc, elle a gardé son fixateur externe pendant un moment. Ensuite, nous avons enlevé le fixateur externe. Voilà, on a mis une attelle, le temps que ça se cicatrise, et nous sommes rentrés au bloc opératoire. Au début, on avait prévu de mettre un clou, ouais, mais sauf qu'en mettant le clou, il y avait ce pavé-là, voilà, qui se mettait en flexion. Donc, c'était impossible. Finalement, nous avons ouvert la boîte, on a mis une plaque. C'était la plaque la plus longue que nous avons. Donc, ça ne pouvait pas prendre le deuxième foyer. On était obligé de mettre une autre plaque de l'autre côté. Elle va très bien. C'était en 2018. Hein. Là, on l'a revue il y a quelques semaines. Elle marche correctement, elle ne boite pas, pas de douleur. Là, c'est le clou du côté gauche. Et là, c'est ça, c'est deux plaques du côté droit. Elle est très, très ravie. Également, là, c'est un cas social. Donc, dans les cas sociaux, nous avons ce qu'on appelle une petite boîte qu'on appelle la caisse de Dieu. C'est quoi la caisse de Dieu? C'est que c'est une boîte dans laquelle nous mettons un peu tout ce qu'on a enlevé, tout le matériel enlevé. Le matériel, les ablations. Donc, on ne jette pas. Hein. Il ne faut rien jeter. On garde tout. Donc, on les stocke dans cette boîte-là. Et elle est utilisée dans les cas sociaux. Donc, cette jeune fille de 15 ans, sa mère est aide-ménagère. C'est un travail, voilà, aide-ménagère, ils sont très, très démunis. Donc, elle a été ramenée par sa voisine qui voyait la pauvre jeune fille marcher bizarrement. Elle dit, docteur, il y a un souci, si vous pouvez faire quelque chose. Donc, on a vu la dame, donc il nous a expliqué son histoire. Elle a ça depuis plus d'une dizaine d'années. Elle avait fait une infection au niveau de son genou. Et au village, ils pensaient qu'elle était possédée par des esprits. Donc, ils ont fait tous les traitements possibles, ça n'a pas marché. Donc, quand ils sont venus nous voir, j'ai regardé. Donc, on a compris que c'est une infection, une complication d'une infection osseuse.
Donc, nous avons dit qu'effectivement, elle est possédée. Parce que souvent, il faut jouer le jeu des patients. Elle est possédée. Mais les esprits, c'est pas des esprits africains, c'est des esprits européens. Et pour cela, il faut la médecine européenne. Et nous allons tirer les esprits de ce genou. Donc, on l'a amené au bloc. On a fait une ostéotomie. C'était une ankylose, hein, ankylose du genou. On a fait une ostéotomie. Donc, on a libéré le genou. Et puis, on a stabilisé par des vis spongieuses avec des rondelles. Donc, voici la jeune dame. Elle est là, elle va bien, elle marche correctement. Ça, c'est la radio post-opératoire. Ça, c'est la radio au dernier recul, je pense 2020. Elle va très bien. Elle boitille un peu, mais elle est très, 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 très contente. Et nous avons une réputation au village, soi-disant que les esprits blancs, c'est nous qui les chassons. OK. Donc, ensuite, les prothèses de hanche. Donc, on en fait. On en fait. Donc, il y a un peu tout, hein, simple mobilité, double mobilité, etc. Au niveau de la première intention, on est bien équipé. Par contre, les indications et nos populations sont un peu différentes. Donc, nous avons fait une série, voilà, c'est une série publiée, 146 cas, donc avec un âge moyen de 46 ans. Nous utilisons beaucoup plus la voie d'Ardèche et 30% de nos patients étaient des drépanocytaires. Donc, il y avait en préopératoire un raccourcissement dans 62% des cas. C'était un raccourcissement moyen de 4 centimètres. Donc, en post-opératoire, on a gardé quelques raccourcissements résiduels quand même dans 36% des cas. Donc, les indications, l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la première cause chez nous, ici, de drépanocytaire, suivie par les fractures du col, puis les coxarthroses secondaires. Secondaire à une atteinte coxo-fémorale à l'enfance, telle qu'une ostéochondrite, telle qu'une épiphysiolie fémorale supérieure. Donc, nous avons 4% de reprise. Nous faisons parfois des prothèses du genou. Donc, comme je l'ai dit, il est cimenté. Nous n'avons pas de cale. Et en l'absence de cale, nous utilisons un peu l'astuce avec les vis 4-5 qu'on implante sur lesquelles on pose du ciment. On fait aussi souvent des trucs un peu fun, hein. Donc, là, c'est une instabilité patellaire. Donc, nous avons fait un abaissement en médialisation. Ça nécessite que deux vis, pas compliqué. On fait également souvent voilà, d'injection de PRP dans certains genoux d'arthrose. Ça marche pas mal. Également, nous utilisons le PRP, voilà, mélangé à de l'antithrombine avec des greffes que vous voyez là, et qu'on pose dans ce cas-là chez une dame de 38 ans qui a une flatrose diaphysaire de l'humérus. Donc, curetage, et puis voilà, vous avez avec tout cet espace-là. Donc, on a mis notre plaque et puis on a mis le greffon. Elle a consolidé après 2 mois, 2 mois et demi. Également, voilà, un autre cas de pseudarthrose de l'humérus depuis 5 ans. C'est un ingénieur, un intellectuel qui est parti faire du traitement traditionnel. Ça n'a pas marché. Donc, il est revenu. On a mis une plaque. Une première fois, ça a cassé. Puis, on a repris. On a mis un clou. On a renforcé par une petite plaque à côté. Et on a ajouté du PRP également. Donc, pour la colonne d'arthroscopie, nous faisons de la chirurgie arthroscopique. Donc, quand nous avons reçu la nouvelle colonne d'arthroscopie, j'étais tout excité, comme un enfant qui venait de recevoir sa nouvelle console. Mais très rapidement, la joie a laissé la place à l'inquiétude. Parce que au cours de mon deuil en France, d'arthroscopie, on m'a tout appris, sauf comment stériliser son matériel et comment veiller sur le matériel. Donc, à la première intervention, il fallait tout stériliser et nous avons dû aller relire un peu, aller se renseigner pour pouvoir faire la stérilisation à froid avec une solution d'anus. Donc, ici, le chirurgien veille sur son matériel, il fait les entretiens lui-même. Parfois, après les interventions, c'est lui qui lave le matériel. Et nous n'avons pas également de housse caméra pour les premières interventions. Nous avons utilisé un bras de Kazakh stérile avec un jersey stérile. Donc, pour la ligamentoplastie, on fait des KJ avec une vis d'interférence métallique. Dans le bouton est un peu cher. Quand on doit suturer les ménisques, on le fait avec une aiguille et des fils. Et là, c'est un cas de transfert musculaire dans une prise en charge de séquelles de lésions du plexus brachial. Donc, on voit un clairon manifeste là, donc un déficit de rotation externe active. Donc, nous avons fait un transfert du trapèze inférieur sur le supraspinatus. Donc,
qui a donné cette rotation externe. Il arrive à mettre la main à la bouche même. Ainsi, pour être un orthopédiste, les qualités d'un orthopédiste africain, il doit être, en plus d'être bon chirurgicalement, il doit avoir plusieurs casquettes. D'abord, il doit être polyvalent sur le plan médical. Savoir gérer la stérilisation, gérer le matériel euh, et son équipement. Okay? Avoir également des notions en anesthésie et réanimation pour tout ce qui concerne la préparation du malade. Des fois, c'est lui qui doit faire la demande de sang. Avoir également des bases solides en chirurgie plastique et réparatrice et savoir réaliser les lambeaux les plus usuels. Avoir également quelques compétences en orthopédie pédiatrique. Il doit également avoir des skills en psychologie. Alors, il faut parler le non-verbal avec le patient. Il doit maîtriser son environnement de travail, avoir une maîtrise également de relationnel avec le personnel et son administration. Il doit savoir s'adapter à son environnement et à son patient. Parfois, il est obligé d'adapter le patient au matériel ou d'adapter le matériel au patient. Prendre en compte l'aspect financier dans la balance des décisions et à l'indication idéale, mais ici, on tient compte de l'indication raisonnable. Il doit savoir faire beaucoup de choses avec peu. Donc, en conclusion, l'orthopédie est une discipline onéreuse et exigeante. Pour être performant en orthopédie, il faut une ressource humaine qualifiée, en bonne quantité, avoir des infrastructures et des équipements adaptés, disposer de matériel de synthèse et d'implants adéquats. Mais en Afrique, tout ceci n'est pas toujours réuni. C'est pour cela que l'orthopédiste africain doit savoir s'adapter, tel un caméléon, s'adapter à son patient, s'adapter à son matériel, s'adapter à son équipement, à ses infrastructures, s'adapter à son personnel, s'adapter à son environnement, afin de bien gérer tout ce qui est contrainte et manager au mieux les difficultés. En réalité, il doit savoir faire tout avec très peu. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup. Tu vas arrêter ton partage d'écran. Okay. Voilà, parfait, très bien. Alors, moi, je n'ai qu'un mot, c'est admiration. C'est admiration pour travailler dans des conditions difficiles et puis aussi admiration pour ces malades qui sont dans des conditions difficiles. Vraiment, c'est bien. On va donner la parole à Jérôme Saldegouzi, qui, je sais, lui-même, a fait un séjour en Afrique et en a connu les conditions. Tu es là, Jérôme? Je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Mais on va te laisser diriger ce débat. On est nombreux et je pense qu'il était tellement passionnant qu'on a de quoi dire. Ça m'a malheureusement ramené euh, des dizaines d'années en arrière, puisque j'avais fait mon service militaire à Ziguinchor. C'était pas très loin. Mais je vois avec quand même pas mal de tristesse que les conditions par rapport à ce que j'ai eu pendant le service militaire, elles n'ont pas tellement changé depuis, quoi, avec des difficultés. Et je me revois encore pour prescrivant les médicaments pour l'anesthésie pour les patients qu'on allait opérer, quoi. C'est malheureux, mais ça a changé, quoi. C'est comme ça. Alors après, la réflexion qu'on peut faire, c'est quand, parce que bon, après, j'ai continué quand même un petit peu l'humanitaire un peu partout. Mais c'est que, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec peu de matériel. Quand on voit la gamme plaque, finalement, ça marchait bien aussi. Et ça marche toujours, quoi. Donc, nous, on se plaint quand on n'a pas le truc dernier cri. Mais enfin, on est un peu quand on voit ça, on est un peu des enfants gâtés aussi. On peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Et ce serait bien, parfois, de faire des stages un petit peu chez vous, là, pour voir un petit peu qu'on peut se débrouiller avec tout. Voilà. J'avais une question à poser sur le. Moi, j'avais traité beaucoup d'enfants polio à l'époque. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que vous en avez encore de la polio au Mali? Oui, merci beaucoup. Et si, on en a. Effectivement, il y en a de moins en moins. Il y en a vraiment de moins en moins, mais il y en a. Moi, ça fait pas trop partie de ma pratique parce qu'il y a un centre spécialisé dans ça et ils font ça. Mais il y en a de moins en moins, effectivement. Et au niveau, parce que moi je suis orthopédiste pédiatre, donc au niveau de l'orthopédie pédiatrique, c'est vous qui les prenez en charge ou il y a un service de chirurgie infantile où ils gèrent un petit peu le
l'orthopédie pédiatrique. Je pense notamment pour tout ce qui est pied-bot et toutes ces pathologies. Qui est-ce qui les prend en charge? Non, c'est les chirurgiens pédiatres, non? Ici, c'est pas totalement ça. Comme je disais, il y a un centre qu'on appelle centre CNAOM, Centre national d'appareillage orthopédique, qui fait beaucoup d'orthopédie pédiatrique. Donc, c'est eux qui prennent en charge les pieds beaux, un peu beaucoup de séquelles de polio. Maintenant, la traumatologie pédiatrique, c'est géré par tous les chirurgiens orthopédistes de façon générale. Maintenant, certains cas spécifiques d'orthopédie, tels que les genoux varums, des choses comme ça dépend. Ici, les chirurgiens pédiatres n'ont pas de formation, pour la plupart, hein, n'ont pas de formation d'orthopédie. Donc, il y a quelques-uns qui ont eu la chance, en fonction de leur site de formation, qui ont vu ça. Donc, ceux qui ont vu, ils en font. Par exemple, l'hôpital là où moi je suis avec des chirurgiens pédiatres qui maîtrisent un peu l'orthopédie pédiatrique. Mais ce n'est pas le cas de tous les chirurgiens pédiatres. Donc, pour le moment, c'est vraiment au cas par cas. Donc, il y a des choses qui sont gérées par les orthopédistes. Il y a d'autres choses qui sont gérées par les chirurgiens pédiatres quand ils savent le faire. Bon, Moi, j'aimerais... Ah, pardon. Vas-y, continue. pas monopoliser la parole. Je pense qu'il faut que chacun s'exprime. Je pense qu'il y a beaucoup de participants là, donc c'est Oui. très Alors, je vous rappelle que pour parler, il suffit d'ouvrir votre micro. Moi, j'aimerais poser une petite question. La chirurgie traumato, ce n'est pas que des ostéosynthèses et des prothèses qui, je l'ai vu, coûtent cher et puis ne sont pas disponibles. C'est aussi des traitements orthopédiques, éventuellement par traction, des plâtres, des amputations. Tout ça est faisable, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de chirurgien pour le faire. Il y a une formation directe au Mali, c'est-à-dire vous avez une université qui forme des chirurgiens. Oui, oui, oui. Nous avons une université qui forme des chirurgiens. On a même le responsable de la chaire, je pense, qui est en ligne, Ah, il va qui pouvoir nous en parler alors. qui pourrait en parler. Professeur Laye Touré, je pense que c'est lui le responsable de la chaire, de tout ce qui est formation d'orthopédie. Il y en a, on en fait. Donc, effectivement, là, j'ai parlé beaucoup de chirurgie, mais le versant orthopédique existe et d'ailleurs, c'est le plus répandu. Et comme je le disais tantôt, souvent, les gens qui n'ont pas trop les moyens, on les met des plâtres hein, et puis ils arrivent à consolider tranquillement. Ça Et des arrive. Hein. tractions, parce que si on revient en France dans les années 50, il n'y avait pas de flux laminaire, il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas d'ampli, enfin, il y a simplement une cinquantaine d'années, et le professeur Yonot faisait des tractions à domicile. C'est-à-dire, il mettait le malade en traction à domicile et puis il allait les voir de temps en temps. Ça peut se faire, ça. Si, si, ça se fait. Même ici, on le fait pour certaines fractures du bassin, des choses comme ça, Voilà, oui. où on a besoin d'action. On les fait à domicile avec une bouteille d'eau dans laquelle on met du sable. Ça Et puis, permet on de se fait, tirer à voilà, peu ça près de permet de tirer. situations. Oui, et puis on les rend visite tout le temps pour voir un peu comment ça se passe. Si, si, ça existe, hein, ça existe. Il y a certains qui sont traités comme ça. Et de faire un SAMU, c'est un problème de l'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas conscient qu'on pourrait créer un SAMU. Le projet est là. Je soulève des choses, hein. Je ne sais pas Si, à quel point. si, c'est une très belle question, c'est très pertinent. Le projet, il est là, c'est que je sache, parce que j'en ai discuté la dernière fois avec un anesthésiste. Il me dit qu'ils attendent, il y a des dossiers au point administratif qu'il faut faire pour l'avoir. Mais sinon, ça fait partie des projets qui sont en cours actuellement. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Et j'ai une dernière question. À une époque, quand j'étais plus jeune, chaque fois qu'on avait du matériel en stock en trop, que l'on avait même dit du matériel, mais qu'on l'avait récupéré, on vous l'envoyait. Et puis maintenant, on nous dit que ce n'est plus possible pour des raisons qui sont nulles, c'est-à-dire des raisons de stérilisation, alors que c'est nul, hein. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut plus vous envoyer du matériel? Même un ampli que l'on change, il est généralement encore en bon état, on pourrait vous le donner. Ah, ça nous a fait beaucoup de mal, cette loi-là. Mais je pense que, je sais pas, ça vient de l'Europe. Donc, à un moment donné, on arrivait à recevoir du matériel et au tout début, beaucoup de plaques, beaucoup de choses qu'on prenait quand on partait pendant les congrès, on se ravitaillait un peu comme ça. Mais à la dernière minute, on nous dit que c'est plus possible et que c'est des Oui, c'est lois. le sida. Ils ont eu peur qu'on envoie des matériels qui étaient posés chez quelqu'un qui avait le sida. Mais même si c'était vrai, la stérilisation le détruit, c'est détruit à 56 degrés. Bien Donc, sûr. Il n'y a même pas si c'était vrai, on peut se faire poser une plaque de quelqu'un qui a eu le sida sans risque. de problème. Mais on l'a pas compris nous aussi, on ne sait pas pourquoi. Mais ils savent pas non plus pourquoi. C'est des choses qu'il faudrait remuer, tout ça. Effectivement. On peut vous aider plus facilement. Effectivement, Professeur Touré, vous pouvez nous répondre la Oui, oui, formation des chirurgiens en Afrique? tout à fait. Bonjour Allez, à tout le monde. bonjour.
Bonjour Abba qui a fait un brillant exposé. Effectivement, nous formons des jeunes orthopédistes au Mali depuis une dizaine d'années. J'avoue que cette formation est faite en tenant compte surtout de la particularité de nos patients. Comme il a dit tantôt, c'est sur le plan épidémiologique, c'est des sujets jeunes le plus souvent, de sexe masculin, victimes d'accidents de la voie publique, impliquant un motocycliste. Donc, c'est des traumatismes graves souvent de membres qu'on retrouve dans nos pratiques quotidiennes. Lorsque ces patients arrivent aux urgences, le délai opératoire est souvent long, comme il a dit, hein, en termes d'organisation, en termes de disponibilité du bloc opératoire, des implants que le malade doit payer. Le délai opératoire de prise en charge étant long, donc on a des complications qui arrivent très souvent. Donc ces jeunes orthopédistes, on les apprend non seulement à prendre en charge des cas graves, mais aussi à savoir gérer ces complications qui surviennent, qui sont souvent des infections ou encore la chirurgie réparatrice dans les pertes de substances des parties molles. Donc, dans notre formation, la chirurgie réparatrice, les lambeaux, est une partie intégrante. Et quelquefois, les implants, bon, je vais dire abandonnés en Europe. Oui, on vous entend moins. Perdu le Professeur Touré, problème de réseau. on peut lui redonner la parole tout à l'heure. Vous avez Mm. d'autres questions, donc je vous rappelle, il suffit d'ouvrir votre micro et de parler. J'ai vu une médecin qui s'affichait tout à l'heure, là peut-être qu'elle voulait poser une question. Sanogo, docteur Sanogo Teredjou Fatou, vous voulez poser une question? Bonsoir. Non, Bonsoir. malheureusement, c'était une erreur. Ah, Je ah. suis juste Ben en train maintenant, de... ça y est, vous y êtes, il faut poser la question. Non, bon, je n'ai pas de question. C'est juste que, voilà, je veux féliciter le docteur Ba par rapport à l'exposé. C'est un de nos maîtres. Je suis à Bamako ici, orthopédiste traumatologue. C'est bien. Et, C'est la seule femme orthopédiste du Mali. ah, Ah ouais. et ça commence, mais c'est bien. C'est- Dites-moi, là, les chirurgiens, ils sont formés au Mali, mais ils y restent après? C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas tentés pour aller ailleurs où il y a plus de moyens? Euh, ça arrive, ça arrive. C'est pas pour plus de moyens, c'est peut-être pour ils sont malheureusement il n'y a pas de bonne politique pour recruter ceux qui terminent. Donc souvent, comme je l'ai dit, beaucoup sont concentrés à Bamako, mais des fois certains n'arrivent pas à trouver leur compte. Donc ils sont tentés un peu par des appels à l'étranger, donc où ils sont plus payés, etc. C'est plus pour ça. Mais en termes de conditions, en tout cas à l'Afrique de l'Ouest, on est à peu près dans les mêmes conditions. Parce qu'il y a des gens que je vois qui immigrent voilà, dans les pays environnants, d'autres qui vont à Djibouti, etc. Mais c'est beaucoup plus parce qu'au niveau étatique, il n'y a pas une bonne politique pour recruter tous ceux qui finissent rapidement. Donc, certains, quand ils finissent, ils pataugent et quand ça ne va pas, ils partent en France, etc. Donc, c'est beaucoup plus pour ça. C'est un D'accord. souci un peu économique que technique, quoi. Parce qu'un chirurgien pour je ne sais pas combien de centaines de milliers d'habitants, 350 000, tu nous as dit, Ouais, 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 c'est c'est pas, quand même pas beaucoup. insuffisant. C'est Ça très fait beaucoup de insuffisant. travail. C'est extrêmement insuffisant. Il Vous y avez a d'autres questions? Bassinga qui lève la main. Allez. Ça, c'est un de mes maîtres là, qui m'a formé. Ah oui, mais il peut parler, il faut ouvrir le micro. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Et bon, c'est juste pour te féliciter d'abord. Merci. Tu as fait une très belle présentation. En fait, la question que je voudrais poser, c'était quoi? C'était bon. C'est vrai que au Mali, bah, moi, je suis burkinabé. On a pratiquement les mêmes problèmes. Je voulais savoir si tu voyais, faisais quand même beaucoup de traitements balistiques dans ta Mhm, pratique quotidienne. mhm, mhm. Merci. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, c'est une très belle question. Bassinga, il est médecin militaire. Donc, nous avons été tous formés à l'hôpital militaire de Rabat. Bon, Jo, moi, j'ai laissé la balistique à vous, hein, à vous les militaires. Je ne fais plus trop de balistique. Et on a des médecins militaires ici, donc ils sont basés à Kati, donc c'est eux qui s'occupent des blessés. On est actuellement confronté à un problème de, voilà, d'insécurité avec des terrorismes et tout.
Donc, quand les blessés viennent, ils sont affectés à un hôpital dédié où on a des médecins militaires qui sont là-bas, qui sont d'ailleurs, j'ai un collègue, commandant Diré, qui est un de mes collègues, qui s'occupe de ça. C'est eux qui s'occupent généralement de ces cas. On voit quelques rares cas quand c'est civil, quoi. Mais c'est deux, trois dans l'année. Mais à Kati, franchement, eux, ils envoient tout le temps. Il y a Tout le plus temps. de moyens dans l'hôpital militaire ou c'est pareil? Euh, à peu près pareil, hein. À peu près pareil. Il y a un hôpital qui est en construction qui n'est pas terminé, mais pour le moment, voilà, c'est à peu près pas très loin, quoi. C'est à peu près le même niveau en termes d'équipement. Parce que moi, là, vu de loin, hein, j'ai l'impression que c'est pas un problème de compétences, parce que des compétences, plus on voit de malades, vous en avez beaucoup, et puis vous vous débrouillez avec des petits moyens. C'est vrai qu'en chirurgie, on peut faire avec des petits moyens, mais c'est un gros problème d'organisation. Et il y a un gros problème de manque d'hôpitaux, manque de médecins, manque de SAMU. C'est une organisation qui n'est pas à la portée d'un médecin, ça, et Effectivement. à la portée de la société. C'est ça qui rend le travail difficile parce que vous faites votre travail de chirurgien, vous faites le travail des autres. Donc, vous devez préparer tout, à la faire l'anesthésie, et bon, stériliser le matériel, sûr que le matériel est stérilisé, tout faire soi-même, c'est ça qui est le plus pesant. Surtout quand on a des urgences, il faut courir derrière le bloc, courir derrière les urgentistes, etc. L'orientation est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais C'est, par c'est- contre, depuis que je suis rentré à maintenant, il y a une bonne amélioration, hein, parce que moi, je suis rentré il y a 7 ans à peu près. Donc, ça évolue. Franchement, ça évolue de façon positive. Donc, on a des centres de plus en plus équipés avec beaucoup de gens. Voilà. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui sortent et puis l'organisation se met en place petit à petit, petit à petit. mais c'est bien d'être là et de continuer à être au front. Ouais. Il faut que tu deviennes ministre de la Santé. Et non, C'est ça la c'est seule solution. ça, c'est beaucoup plus difficile. Opérer, c'est plus simple. Ah ouais, je sais pas. D'y rester, oui. Et c'est un problème général à l'Afrique où il y a des pays d'Afrique où ça se passe mieux. Je sais pas, au Sénégal, au Bénin, c'est mieux ou alors c'est un peu toute l'Afrique qui est comme ça? Non, non, Pardon c'est de pas poser toute une l'Afrique. question aussi bête, mais Non, 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 je c'est renseigne. c'est une très bonne question. C'est pas toute l'Afrique, hein, c'est pas toute l'Afrique. Comme je le disais, il y a une disparité. L'Afrique de l'Ouest, on est à peu près dans la même galère. Par contre, en termes d'orthopédie, sur le plan infrastructure et équipement, le Sénégal se détache un peu parce ils sont beaucoup plus organisés, ils ont beaucoup plus de moyens. Voilà. Après vient tout le reste. Tout le reste, le Mali, Burkina, machin, tout le reste, on est en dessous. Maintenant, ça, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Par contre, l'Afrique du Nord est très, très proche de la France, comme l'Afrique australe et puis l'Afrique de l'Est. C'est les deux derniers, vraiment, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où on voit encore ces problèmes-là. Mais par exemple, vous partez au Maghreb, dans les plus petits patelins de villages dont personne ne Hmm, connaît le nom, vous avez tout le plateau technique, tout, oui, tout, oui, absolument. Et il y a des chirurgiens, voilà, tout le temps. c'est Donc, vrai. je pense au Maroc, ils sont à presque 1500, presque 2000 chirurgiens orthopédistes. Oui. Donc, du coup, c'est un peu ça la différence. Mais l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a deux pays qui vont se détacher. Tout le reste, on est dans la même galère, hein. C'est à peu près les mêmes problèmes. Puis il y a aussi une population qui ne vous aide pas parce que toutes ces croyances locales n'aident pas à avancer. Ils n'ont pas confiance dans la science ou la médecine. Oui, D'autre part, ils n'ont personne. Ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. ouais. Ils sont C'est tout dû, seuls. c'est dû un peu, c'est vrai qu'il y a les croyances, mais le fait qu'il n'y a pas assez d'orthopédie, c'est une des raisons. Et deuxièmement aussi, avant, la chirurgie a fait beaucoup de dégâts. Donc, parce qu'ils ils se débrouillaient, ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient. Donc, ça, c'est resté ancré un peu dans la tête. Quand Oui, on entend parler de chirurgie, on se dit, ah ouais, tu vas perdre ta jambe, ah, ton pied va oui. s'infecter. Donc, ça, c'est des choses qui rentrent un peu dans la tête des patients. Mais progressivement, on commence en travaillant sur ça, en montrant que, bon, voilà, vous êtes parti, c'est ce que vous avez eu, il ne faut plus faire ça. Donc, on arrive à faire un peu de sensibilisation à notre niveau. Et progressivement aussi, certains commencent à comprendre, certains tradithérapeutes commencent à comprendre que, bon, ah, ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Donc, mais le problème, il est vraiment global, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nombre insuffisant il y a l'insuffisance des normes, l'insuffisance de structure, l'insuffisance des moyens, l'organisation qui manque, mais aussi le fait que ceux qui étaient là avant ont fait il y a eu des choses qui sont passées, qui a fait que, bon, la population maintenant est un peu réticente. Mais à vrai dire, récemment, ça commence à changer, hein. Ça commence à changer de plus en plus. En tout cas, pour ce qui concerne la vis-à-vis par rapport à la chirurgie, les gens sont de plus en plus réceptifs.
D'autres questions? Ça va bientôt se terminer. C'est facile de poser une question. Solé, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Je me présente, je suis Dr Solé, je suis de Marrakech du Maroc. Je tiens à Oui. remercier Dr Alio pour cette belle présentation. Donc, j'ai eu la chance de le connaître lors de la CFAG de l'année dernière à Avignon. Et du coup, j'ai juste une toute petite question par rapport au secteur privé. Est-ce que c'est la même chose que l'État ou bien c'est un peu mieux? Comment ça se passe chez vous? Merci. Merci, Roya, merci beaucoup. J'espère que ça va bien à Marrakech là-bas, vous avez le beau soleil. Donc, Oui, ça commence maintenant, c'est la saison. ça. Merci beaucoup, Roya, pour la question. Donc, le secteur privé, ici, normalement, c'est pas formellement interdit, mais vu qu'il n'y a pas assez d'orthopédistes qui sont strictement dédiés au privé, donc à la fin du travail, voilà, certains vont faire du privé. Donc, vous consultez et si vous devez opérer, vous opérez dans les structures privées, ça se fait. Donc, il n'y a pas encore de loi formellement qui interdit. Oh, si elle existe, je ne suis pas au courant et elle n'est pas appliquée. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez faire une activité de l'hôpital à la fin, si vous finissez, ou les week-ends, voilà, vous allez faire votre activité privée tranquillement. Donc, Et par rapport aux conditions de travail, au privé, c'est la même chose ou c'est... les conditions de travail, c'est mieux souvent. C'est mieux souvent parce que c'est des blocs qui sont plus équipés. Voilà, la plupart du temps sont plus équipés. Mais il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout parce qu'il y a des petits cabinets ou des petites cliniques où voilà, parce que c'est une question de moyens du patient. Souvent, si le patient n'a pas les moyens, si vous l'amenez dans une structure privée où il y a tout, il pourra pas être en mesure de payer. Donc, vous êtes obligé souvent voilà, de vous ajuster. Si c'est un truc qui n'est pas compliqué, vous le faites dans une petite clinique. Voilà, si c'est quelque chose qui est un peu compliqué, voilà, vous êtes obligé de revenir souvent à l'hôpital. Donc, souvent, on a des patients de l'hôpital qu'on va opérer au privé, des fois, on a des patients du privé qu'on va opérer à l'hôpital. Donc, pour le Puisqu'on moment, est, puisqu'on est aussi au Maroc, ce qui m'a étonné au Maroc, c'est la difficulté pour obtenir une prothèse, notamment par son prix. C'est-à-dire que le prix de la prothèse au Maroc n'est pas du tout de celui en Europe. C'est beaucoup plus cher. Alors c'est la même prothèse. Est-ce que vous ne hmm. pouvez pas avoir un prix moyen décidé par l'État, comme ça l'est en France, qui est quand même une grande aide? Oui, Le, je le- suis... le coût de fabrication de la prothèse est ridicule, hein. Je veux pas vous... Ça coûte 50 euros Ouais. de fabriquer une prothèse. Oui, il y a toujours le problème des prothèses, même ici au Maroc. Une prothèse intermédiaire, ça coûte presque les 1 200 euros. Oui, Donc, c'est une fortune pour le patient en diminue que le docteur Aliou vient de caractériser. Et le problème, c'est surtout les sociétés qui font de l'importation. Du coup, on n'importe pas de la société mère, il y a toujours de la sous-traitance, chacun ajoute ses sous et du coup, ça devient un peu cher pour le patient. Et pour la prothèse de la hanche et du genou, hein, même le oui. matériel de synthèse, si on veut avoir des plaques anatomiques, etc., ça revient eux-mêmes. Et du coup, c'est nous qui s'adaptent toujours à l'indication. Ça commence à s'améliorer, oui, mais c'est pas le niveau qu'on veut atteindre un jour. Peut-être qu'un grand centre d'une grande ville, que ce soit au Maroc ou au Mali, pourrait commander directement à l'usine du matériel de synthèse. Et vous pourriez shunter ces intermédiaires qui vous augmentent les prix énormément. C'est pas permis, c'est pas possible, ça. Euh, C'est c'est- Pardon, on avait juste l'expérience avec une société pour qu'il nous délivre des clous. Je ne veux pas citer la société, mais il y avait des problèmes de taille, il y avait des problèmes de taille des clous, des tailles des vis, etc. Et du coup, le marché n'a pas eu un renouvellement. Il y avait une fortune qui s'est faite pour la signature du premier marché, mais par la suite, tout était arrêté d'un seul coup et on ne sait pas la cause jusqu'à aujourd'hui. Pour rebondir un peu, Zohed, le souci, par exemple, pour le cas du Mali, c'est que les textes n'autorisent pas une structure, en tout cas directement, à importer, sauf si elle le fait dans le noir. Mais si vous voulez faire normalement pour importer, vous devez avoir des autorisations. Et les autorisations, il faut aller à la DPM, la direction du matériel et du produit. Donc, eux, pour délivrer, il faut que vous soyez une société habilitée à faire de la fourniture. Par contre, je pense que si les pharmacies hospitalières peuvent avoir le droit.
Ça, c'est possible. Les pharmaciens hospitaliers peuvent passer par la DPM et commander. Mais une clinique, ça va être très, très compliqué. Parce qu'à un moment donné, nous avons tenté cette expérience, mais elle n'a pas pu marcher parce C'est que, une idée comme une autre, hein. oui, c'est une idée. Mais les autorisations sont... Mais c'est juste une question de texte. Il faut juste Ah qu'on oui. change les textes et Donc, vous tout. Et voyez, ça, des va textes empêchent les gens d'être soignés. C'est quand même oui, triste, ça. Il faut c'est changer juste les textes. parce que nous, les prix, c'est les distributeurs, en fait. C'est-à-dire Oui, que, oui, mais ils vous doublent ou ils vous triplent les prix. Alors, chez les gens qui n'ont pas les moyens de les acheter, c'est horrible. voilà, c'est ça. Mm. Je D'autres voulais questions? rebondir. J'ai eu un Ah, problème de connexion. ah oui. Allez, on va Voilà. continuer. On vous écoute. Voilà. Je vais aller un peu plus vite. Je disais qu'au Mali, on fait une formation des orthopédistes, mais vraiment pour la prise en charge des malades particuliers, comme Bal l'a annoncé entre-temps, des lésions graves chez les sujets jeunes à la suite des traumatismes très violents, qu'on peut prendre soit en urgence, avec un temps opératoire, un délai opératoire qui peut être long à cause d'une organisation qui est très lourde. Quelquefois, ce patient peut venir très tardivement, soit dans un tableau de psoriasis septique ou aseptique, ou encore de calvitieux. Voilà. Donc, la majeure partie de nos patients, c'est des cas de traumatologie. Et quand il s'agit de l'orthopédie, c'est soit une complication d'une lésion traumatologique, ou encore, quelquefois, des cas de coxarthrose qui survient chez les patients drépanocytaires, des patients Oui. particuliers. Les tumeurs, quand ils arrivent, c'est à des stades tardifs et aussi des infections qu'on prend en charge. Donc, sur le plan local, je veux dire sous-régional, il y a une interconnexion entre les différents enseignants. Par exemple, les enseignants du Burkina et du Sénégal, du Mali se connaissent, on échange souvent pendant les congrès. Et quelquefois, les étudiants vont dans ces pays, nos DS qui sont en formation vont dans ces pays pour apprendre d'autres choses, mais le plus souvent, tout tourne autour du même type de malades, parce qu'on a pratiquement les mêmes types de malades qu'on rencontre. Et sur le plan politique, dans nos pays, la politique est surtout axée sur la santé de la mère et de l'enfant. La traumatologie, les politiques ne s'en occupent pas du tout. Donc, l'évolution de l'orthopédie ne tient que aux orthopédistes. C'est à eux de trouver les implants, c'est à eux de trouver les équipements et tout ce qui s'ensuit. Si bien qu'on est vraiment souvent à la traîne parce qu'on n'est pas du tout aidé par les politiques. Présentement, moi, je suis directeur général d'un hôpital, le plus grand, c'est-à-dire l'hôpital du Mali, qui est le centre principal de la prise en charge des lésions traumatologiques. Nous avons un amplificateur qui est tombé en panne. Imaginez-vous un peu, c'est le centre qui reçoit plus de lésions traumatologiques. Donc, ce n'est pas trop le problème de l'État. Voilà, ça fait de la peine à l'orthopédiste et toutes les chaînes de complications qui peuvent s'en suivre quand on prend en charge certains types de malades. C'est un peu ça le tableau de l'orthopédie au Mali et un peu dans la sous-région. Moi, je Voilà. crois qu'à vos politiques, il faudrait montrer ce que j'ai enregistré, cette présentation. Il faudrait qu'ils l'écoutent Oui, parce qu'ils n'ont peut-être même pas conscience que c'est comme ça. tout à fait. Tout Parce à que je fait. pense qu'ils ne sont pas à 5 sur une motocyclette, vos hommes politiques. Tout à fait. Je suis d'accord. Après, il y a aussi une prévention. Il y a beaucoup d'accidents parce que je vois que les conditions de circulation sont complexes aussi. Tout à fait. Quoique moi, je vais Euh, au Vietnam, où aussi ils sont très nombreux très nombreux sur des deux roues, et il n'y a pas tellement d'accidents. C'est ce qui m'a étonné. Ils sont prudents quand même. ici, la particularité, c'est que les routes ne sont pas bonnes, elles sont défectueuses, elles sont très étroites et le corps de la route n'est pas respecté parce on peut monter sur une moto sans casque et sans permis de conduire. C'est Et la plus voilà. gênante. Voilà. Oui. Donc, ça peut expliquer Et à moins de 15 ans. en moins de 15 ans. Oui, tout à fait. C'est très fréquent. Malheureusement, c'est un peu ça le tableau. Et une population aussi jeune, c'est dangereux. C'est à encadrer, mais c'est pas encadrable. C'est ça le problème.
Merci hein, pour votre intervention et on vous admire de travailler dans ces conditions et d'avoir la foi. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? On termine. Charles, Moi, je... tu veux parler? Alors, Tahiti qui parle Question, à moi, tout à Bamako. Pas pété, Mabako. Là, je suis en Bretagne, là. Ah bon? Excuse-moi. Voilà. Non, travailler avec des moyens très limités, c'est vraiment un tour de force. Il faut beaucoup d'imagination et une foi inébranlable dans l'avenir. C'est pour ça que je voulais te poser la question, cher collègue. Est-ce que tu es intéressé euh, par du matériel d'orthopédie qu'on jette chez nous, alors qu'il est à peine déstérilisé? Est-ce que du matériel tel que des clous centromédulaires, des prothèses pour faire des fractures du col du fémur, est-ce que ça peut t'intéresser? Est-ce qu'il est possible, hors ce forum, de se mettre en rapport pour pouvoir euh, te faire transférer du matériel? Est-ce que tu es intéressé par cette proposition? Mais je crois que tu n'as pas le droit, c'est ça le problème. Bien sûr qu'on est intéressé. Il y a une Maintenant, loi quelconque qui est passée qui interdit de faire ça. c'est ça le problème. Comment on fait? Sinon, c'est la bienvenue, hein. Alors, Mais Papeete, c'est différent, c'est Tahiti, mais enfin, c'est quand même un département français, enfin, un Oui. département d'outre-mer. Qu'est-ce que c'est Tahiti, un département d'outre-mer? Un pomme, pays d'outre-mer pour Un pays l'instant. d'outre-mer, ah oui, c'est un Ouais. pays, alors il peut faire ce qu'il veut. n'est-ce Normalement, pas? oui, faudrait peut-être que je vois avec le ministre de la Santé chez nous si on peut faire repartir ce genre de matériel, parce que À c'est ce un moment-là, crève-cœur moi, de je les voir t'envoie aller à mon la poubelle. matériel à Tahiti, et depuis Tahiti, tu l'envoies à Bamako. On peut, C'est ça, c'est un c'est peu ça C'est compliqué, une mais connexion qui se met en place. voilà. Mais est-ce que tu pourras nous donner ton mail? Parce que c'est très intéressant de Bien pouvoir sûr, échanger et on fera ça hors forum et puis on essaiera de voir comment on bien peut sûr, bien arranger sûr. ça. Ça sera avec plaisir. Et peut-être qu'on pourra même, un de ces jours, si les conditions se réunissent, faire une mission humanitaire, ça sera bien. Que vous Ah ben avec veniez plaisir. voir un peu, goûter un peu à nos mets locaux et en même temps on travaille un peu. Ah ben avec grand plaisir. Je ne connais pas C'est- l'Afrique, j'ai beaucoup voyagé, mais je ne connais Ah, pas l'Afrique. Donc ça sera avec grand plaisir. ah Et moi, ben, j'adore les mets locaux. Enfin, ça dépend les comment on locaux. l'écrit. Quand on demande à quelqu'un est-ce que vous aimez les mets locaux, il ne sait pas ce que Ben, c'est. on Voilà. pourra organiser ça, ce sera avec plaisir, hein. Oui, Dès que oui, les mais temps on voudrait sont vous essayer, vous aider de manière plus pratique. Vous envoyer ce qu'il faut. Moi, ça quand je sera vois qu'on met au rébut des amplis qui marchent encore pour avoir le modèle qui est branché, Oui, c'est digitalisé, mais l'ampli insupportable. marche, il vous rendrait Oui, très service. oui. C'est ah, complètement si idiot de jeter marche, ça, quoi. on en a vraiment besoin. On en a Oui, vraiment oui, vous besoin. avez un ampli pour un hôpital et en plus, il ne marche pas bien. Il Si. vous en faudrait 10. Si, il en faut surtout au minimum un pour le Oui, secours au cas un où qui il y a. marche. Des fois, on est en pleine intervention, l'ampli se plante. Et ça, c'est arrivé, hein. Et c'est catastrophique. On a des sueurs froides, ah ben, on tape, on prie que ça, on croise les doigts que ça marche. Mais bon, on finit, on arrive quand même à finir notre intervention. Pas d'autres questions? Laïs Touré, tu voulais parler? Non, la question a été résolue. Je voulais parler de l'amplificateur, mais bon, vous en Oui. avez parlé assez longuement. Voilà, donc c'est bien. Mais un autre élément, peut-être, lorsqu'on reçoit tous ces équipements dont on a parlé, des colonnes d'arthroscopie, des amplificateurs, lorsqu'on les reçoit, le second problème qui s'ensuit, c'est la maintenance. Ah. Quelquefois, nous, on a deux amplificateurs chez nous qui ne marchent pas parce qu'on a un problème de maintenance. Et au Mali, on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui sait faire ça? En Euh, fait, dans notre hôpital, nous avons des maintenanciers, mais qui sont pas très à la hauteur. qui n'ont pas les compétences. Peut-être que c'est eux qu'il faudrait envoyer en formation. Voilà. Sinon, le problème d'équipement dont on est en train de parler peut être résolu si l'aide peut être faite sous cet angle aussi, l'angle de formation, ou bien que des maintenanciers arrivent à réparer des équipements qu'on a sous la main, qui sont souvent très performants, mais voilà, qui ne marchent pas parce que Il faudrait on prendre a... contact avec ces sociétés qui fabriquent des amplificateurs qui pourraient vous aider à former pour la réparation
et qui pourraient Oui. aussi vous donner des amplis qu'ils ne vendent plus. Parce que Ah, oui, comme les voitures, il y a des modèles qui ne sont plus vendus. Moi, je pense qu'il y a des ah, problèmes de contact à prendre, hein. d'accord, d'accord. Ouais. Ça Et serait intéressant d'avoir il ne ces doit pas y avoir contacts, hein. beaucoup de sociétés qui font des amplis. Il y en a une dizaine, il suffit de les contacter. D'accord, Je ne peux pas vous aider plus, mais après, on peut aider à trouver qui fabrique des amplis. Dans tous les congrès, ils y sont. d'accord, d'accord. Quand, quand Liu vient à la Sofcote, tu peux Oui, aller dans les stands et dire, moi j'habite à Bamako, est-ce que votre société pourrait en discuter? Parce que pourquoi pas, hein. Ils sont souvent moins fermés qu'on le croit. d'accord, d'accord, bien entendu. Essayez ça. Tout est possible. Bon, on va arrêter là. Franchement, c'était très, très bien. Il y a eu beaucoup de monde qui a écouté. Je sais que ça sera beaucoup revu. Envoyez-le, diffusez-le largement chez vous, parce que je pense D'accord, que vous n'êtes pas plus informés que nous. La population chez vous n'est pas plus informée que nous sur ce qui se passe dans les hôpitaux et qu'on pourrait vous aider, en fait. Et aussi localement. Vous Hmm. avez besoin d'une aide politique. Si, on aura besoin au moment venu, je pense que on n'hésitera pas. Allez, merci beaucoup et Merci merci beaucoup. beaucoup. au revoir à tout le monde. Au Merci beaucoup. revoir. Merci. Au Allez, revoir, au revoir. merci. Merci.